J'ai toujours aimé voyager et lire. Combinez ces deux passions et vous obtenez cette série que je suis très heureuse de pouvoir finalement vous présenter. La littérature étrangère est déjà très présente dans le contenu que je crée en ligne, mais ces vidéos seront une nouvelle façon de vous en parler en me rendant sur le terrain. Et pour cet épisode, je suis vraiment très heureuse de vous emmener dans une ville où je suis déjà allée plusieurs fois, une ville que j'aime énormément, et plus largement un pays dont la littérature est une littérature merveilleuse. J'ai nommé la Hongrie et Budapest. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Attila József. Alors Attila József, c'est un poète très connu et très aimé dans son pays, mais relativement inconnu en France, et je suis donc très heureuse de venir vous en parler aujourd'hui. Attila József, il est né à Budapest, où on se trouve actuellement derrière le Parlement, et il est mort aux alentours du lac Balaton, où nous étions il y a quelques jours. C'est le plus grand lac en fait d'Europe. Il a une superficie d'environ 600 km² et il se trouve à environ 130 km de Budapest. Alors Attila József, il a eu une vie vraiment marquée par la douleur et la souffrance. Son père les a laissés, sa mère est morte très jeune, il a connu la pauvreté, il a dû travailler, il s'est vu refuser des cours à l'université parce qu'il avait écrit des poèmes un peu trop choquants, et en plus il aurait souffert de possible schizophrénie. Et sa mort n'était pas vraiment accidentelle, il s'agirait d'un suicide, il se serait allongé sur les rails du train. Le recueil plutôt que je vais vous présenter aujourd'hui s'intitule Ni père ni mère, et il nous présente une poésie du quotidien qui peut surprendre par ses images et par son vocabulaire assez prosaïque. On trouve quand même beaucoup de lyrisme, on trouve une plume très libérée, le vers est libre également. Il y a une grande influence du surréalisme que József avait découvert lors de son séjour à Paris, même s'il s'en est un petit peu éloigné vers la fin. C'est un recueil de poèmes qui n'est pas vraiment accessible, je dirais, parce qu'il faut connaître un petit peu sa vie pour pouvoir avoir accès à certaines références. Il y a aussi un petit peu d'intertextualité, mais c'est vraiment une écriture très novatrice, très inspirante, très ancrée, comme je vous l'ai dit, dans le quotidien. Et c'est aussi une poésie qui se place résolument du côté du peuple, avec une dénonciation assez subtile et implicite, toujours en toile de fond, des inégalités, de la pauvreté et de la misère sociale. Comme je vous l'ai dit, c'est un recueil qui est vraiment déroutant parce qu'on a un mélange assez intéressant de différentes influences littéraires. La fulgurance des images surréalistes se mélange avec un réalisme du quotidien, le vocabulaire est parfois assez simple, et il y a l'utilisation de concepts psychanalytiques qui sont vraiment très utiles pour faire passer en fait cette vérité, cette réalité vécue par Attila József. C'est une poésie que je vous recommande vraiment, et quand on voit à quel point il est connu en Hongrie, il a plusieurs prix littéraires à son nom, il y a des mémoriaux, il y a des statues, des rues, etc. C'est vraiment un poète très connu, et quand on voit en comparaison en France qu'il est totalement absent et qu'il est quasiment qu'il est très difficile de trouver des traductions, c'est assez déplorable, et je vous encourage donc fortement à découvrir son œuvre. Moi, c'est un auteur que j'ai vraiment envie de découvrir, notamment vers ses écrits peut-être plus autobiographiques, parce que ça a l'air d'être quelqu'un de très intéressant. Et je ne pouvais pas faire cette vidéo sans vous parler bien évidemment de ce poète qui est le grand poète entre guillemets de la Hongrie. Présent au cimetière Fiumet-Hut, je précise que je ne suis pas sûre de la prononciation, où est enterré Kosztolányi Dése. Alors Kosztolányi Dése, c'est un auteur majeur, ou plutôt une personnalité majeure de la culture hongroise, parce qu'il a eu une activité très plurielle. Il a été poète, romancier, traducteur, essayiste, journaliste, bref, il fait vraiment partie du panorama culturel hongrois. Il est né en... Désolée, il y a des insectes qui grimpent dessus. Il est né en 1885 et il est mort en 1936. Et je viens aujourd'hui vous parler de son roman
Anna la Douce qui a été publié en 1929. Il faut savoir que De Ce Costigliani, il a connu le succès de son vivant, notamment grâce à ce roman, Anna la Douce. Il était aussi proche de Thomas Mann par exemple, qui a fait la préface d'un de ses romans, donc ce n'est pas rien. Et ça m'étonne pas en fait, parce qu'après avoir lu ce roman, j'ai vraiment été séduite par la plume de Costigliani qui a une écriture vraiment remarquable. Si vous avez aimé Journal d'une femme de chambre de Mirbeau, si vous aimez la veine naturaliste, si vous aimez les romans qui sont pleins d'une grande finesse psychologique, vous adorerez Anna la Douce. On y suit là un moment de la vie d'Anna qui est une domestique d'une famille de Budapest très bourgeoise, jusqu'au double meurtre qui va totalement bouleverser sa vie. Alors ce qui est très frappant dans ce roman, c'est effectivement l'histoire en elle-même qui est assez intéressante parce que le point de vue du domestique est rarement abordé. C'est aussi très intéressant de voir à quel point la place du psychologique est importante et à quel point le sujet est traité de façon très très moderne. On sait que ce sont les débuts un petit peu de la psychanalyse qui commencent à se répandre dans l'Europe et clairement on peut le voir dans ce roman. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la grande empathie de l'auteur pour ses personnages. La question que pose le roman de plus reste sans réponse et la richesse du roman, parce que derrière, en toile de fond, vous avez également toute la politique et l'histoire du pays, et puis vous avez aussi les inégalités sociales qui sont présentes et qui sont décriées dans la veine naturaliste, du coup. Toute cette richesse et la question sans réponse font de ce roman un roman très très complexe, très très riche et qui offre de grandes perspectives d'analyse. Voilà. Donc en tout cas, je vous recommande absolument ce roman et également cet auteur qui est bien trop peu connu en France, comme beaucoup malheureusement d'auteurs hongrois. Une autre personnalité culturelle, artistique et littéraire y est enterrée. Il s'agit d'Antal Serb, qui est très peu connu en France. Il est né en 1901 dans une famille juive qui s'est ensuite convertie au catholicisme et il est mort en 1945 dans des situations absolument tragiques. Il a été interné dans un camp de travail de par sa judaïté et a été battu à mort par des soldats du camp en 1945. C'est un écrivain qui a eu une activité très prolifique, il a été journaliste, il a été critique, il a écrit des poésies et s'est finalement tourné vers les romans. Et ces romans, bien que peu facilement trouvables en français, sont absolument superbes, teintés d'onirisme, d'une réflexion très introspective et avec un ton résolument moderne et profondément également européen. Vous avez en français la traduction du Voyageur sous le clair de lune, qui est un superbe roman que je vous encourage vivement à lire et je pense qu'il est important de remettre également cet auteur en lumière car il est trop oublié et même en Hongrie. À Budapest, vous louperez sans doute pas le Bastion des Pêcheurs et le Château de Buda, et si vous descendez derrière, vous tomberez sur la statue de Sándor Márai. Alors comme beaucoup d'entre vous je pense, j'ai découvert la littérature hongroise avec Sándor Márai. J'ai commencé avec Les Braises, qui est un très court roman, et puis j'ai lu Esther, Confession d'un bourgeois, et j'ai vraiment adoré la plume de Márai. Sándor Márai, c'est l'un des grands auteurs, si ce n'est le plus grand auteur hongrois. Il est né en 1900 et il est mort en 1989. Malheureusement, comme beaucoup d'écrivains hongrois, il n'a pas eu une fin de vie très facile. Il s'était exilé aux États-Unis à cause du communisme qui s'était emparé du pouvoir en Hongrie et qui avait commencé à le censurer de manière très forte. Et isolé, après avoir subi la perte de plusieurs proches, il s'est donné la mort en fait à San Diego. Et de son vivant, à cause de son exil, à cause du régime communiste, en fait, Sándor Márai a été un petit peu oublié. Et c'est uniquement de manière posthume qu'il a retrouvé une grande popularité, notamment grâce à une traduction française qui a un petit peu relancé la publication et la traduction de ses œuvres. Les Braises, c'est vraiment un court roman psychologique, donc c'est pas plein d'intrigues et plein de romanesques, mais c'est toutefois pas ennuyeux parce que la structure narrative pour laquelle a opté Márai ressemble un petit peu à une enquête et donc vous avez des informations qui sont données au fur et à mesure du roman. On y trouve deux anciens amis qui se sont perdus de vue et en fait on essaye de comprendre pourquoi ils se sont perdus de vue et quels ont été les gros points de divergence entre eux. C'est vraiment une plume très légère, très fine. Pour moi, Sándor Márai, c'est un auteur qui devrait être aussi connu que Zweig par exemple parce que c'est vraiment un grand auteur qui a vu entre guillemets le tournant du siècle et c'est l'un des derniers auteurs de ce qu'on appelait la Mitteleuropa. En plus c'est un auteur qui est vraiment accessible, qui est facilement trouvable de partout parce qu'il a été beaucoup traduit, ce qui n'est pas le cas de tous les auteurs hongrois. Donc Sándor Márai, c'était une évidence pour cette vidéo.
Imre Kertész, c'est d'ailleurs le seul auteur hongrois à avoir obtenu le prix Nobel de littérature en 2002. Imre Kertész, il est né en 1929 et il est mort en 2016 à Budapest après avoir vécu une partie de sa vie en Allemagne. Il est surtout connu pour ce qu'on appelle un petit peu l'écriture de l'Holocauste, avec par exemple Un être sans destin. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de Liquidation, qui est un court roman qui s'éloigne un petit peu de ces thèmes, même s'il est quasiment impossible en fait de dissocier un écrit de Kertész de ces thèmes majeurs qui ont été bien évidemment la Seconde Guerre mondiale, les camps, les discriminations et l'horreur qui a été le XXe siècle. Il a d'ailleurs dit que lorsqu'il débutait ou commençait un nouveau roman, il pensait toujours à Auschwitz-Birkenau, donc c'est vraiment une constante dans ses œuvres. Liquidation a beau être un roman assez court, ça n'en est pas pour autant un roman plus facile, loin de là. C'est un roman assez complexe parce que c'est un roman hybride avec beaucoup de méta-textuels, ce qui le rend effectivement très intéressant, mais pour des lecteurs qui sont déjà un petit peu plus aguerris. On retrouve en fait de la théâtralité du roman, un petit peu d'enquête, un petit peu de réflexion presque philosophique sur ce qu'est l'identité, l'origine. Puis en fait, Kesseru, qui est un éditeur et qui est persuadé qu'un de ses amis, qui était écrivain et qui vient de mourir, a laissé quelque part un manuscrit ultra important pour sa carrière et il est désespéré, il essaye à tout prix de retrouver ce manuscrit et pour ce faire, il contacte plusieurs personnes qui ont connu cet écrivain, il essaye de se replonger dans ses affaires, dans ses carnets, etc. Et on voit qu'il y a toute une quête qui va bien plus loin qu'en fait la quête du manuscrit, même si la quête du manuscrit en soi, c'est déjà un énorme motif littéraire qui peut être très interprété. Donc c'est une écriture très froide, j'ai trouvé une écriture très froide, très métallique, très acerbe, très pessimiste et satirique. Il y a bien évidemment aussi toute la question de l'identité, comme je vous l'ai dit, de la judaïté également. Et c'est peut-être pas l'ouvrage que je recommanderais en premier pour commencer avec Imre Kertész, mais en tout cas Imre Kertész, bien évidemment, quand on parle de littérature hongroise, on ne peut pas ne pas en parler, et c'est chose faite. Enfin, pour clore cette vidéo, je viens vous parler d'un gros pavé que je suis en train de lire et que je n'ai pas fini. Il s'agit des Duquets de Lajos Szilágyi. Lajos Szilágyi, il est né en 1891 et il est mort en 1974, donc il a quand même vécu assez longtemps. Et de façon assez semblable à Sándor Márai, il a dû s'exiler aussi à cause du communisme. Il s'est exilé dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis. Il était journaliste, il a fait des films aussi, il était scénariste et il était aussi auteur. Et là, Les Duquets, c'est typiquement une fresque, une saga familiale où on suit entre 1919 et 1940 les différents personnages, les différents membres de la famille Les Duquets, et on voit en fait la chute un petit peu de toute cette aristocratie et de toute cette bourgeoisie européenne très aisée, ultra cultivée. Donc si vous aimez à mon avis les romans peut-être de Zola, les romans de Balzac, etc., c'est typiquement le genre d'œuvre que vous pourriez apprécier. C'est quand même quelque chose d'assez classique et c'est un auteur très reconnu, même si lorsqu'il est mort, par contre, il est mort dans l'indifférence. Ce qui est le cas aussi de pas mal en fait d'auteurs hongrois. Quand on regarde, il y a plusieurs éléments qui se rejoignent dans leur vie, sans doute à cause des circonstances historiques. Donc voilà, un autre ouvrage si vous voulez vous pencher sur la littérature hongroise. Je me rends compte quand même qu'il s'est caché dans une cave en 1944 quand l'Allemagne était occupée par l'Hongrie, c'est là qu'il a écrit ça. C'est incroyable. Ça fait penser à l'auteur kényan qui a écrit Le blé jaillira là, The Grain of Wheat. Il l'a écrit apparemment en prison sur du papier toilette. Je reviens en fait pour vous parler d'un dernier roman avant de réellement clore cette vidéo. Je vais vous parler d'un roman qui est réellement unique et qui se distingue profondément de tous les autres ouvrages qui ont été présentés dans cette vidéo. Il s'agit d'EPP de Ferenc Karinti. Le roman EPP a été publié en 1970. C'est un ouvrage
qui vous rappellera peut-être Kafka. Il s'agit de l'histoire d'un traducteur qui est compétent dans de multiples langues, qui embarque pour Helsinki et qui se retrouve finalement dans une réalité, dans un pays en tout cas, qui est totalement inconnu, qu'il ne connaît pas, sans papier, incapable d'échanger et de communiquer avec les habitants et les habitantes malgré ses multiples compétences linguistiques et qui finit par sombrer dans une forme de folie. C'est un roman qui est très surprenant, très très bien écrit, très bien mené, et même si vous n'êtes pas un féru ou une férue de l'absurde et de ses écritures un petit peu dystopiques tout en étant quand même ancré dans un contexte assez réaliste, je vous le recommande parce que ça a été une réelle surprise. Je ne m'attendais pas à aimer autant ce roman. Alors attention, c'est pas une lecture forcément agréable parce qu'on ressent réellement cette sensation de perte de repères, de perte de sens et de désarroi et de désespoir profond qui sont ceux du narrateur, du personnage. Mais ça reste une expérience littéraire assez incroyable et j'avais envie de finir cette vidéo en vous recommandant également cet ouvrage. Ainsi s'achève donc notre voyage à Budapest. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère que cela vous a donné envie de découvrir cette littérature hongroise. Bien évidemment, il existe énormément d'autres titres, énormément d'autres auteurs et d'autres autrices. J'espère vraiment que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la partager si vous avez apprécié ce travail. N'hésitez pas non plus si vous le voulez à vous abonner, à me soutenir sur Patreon si vous le voulez pour que je puisse continuer à fournir ce genre de contenu qui demande quand même pas mal de travail. En tout cas, ça a été un réel plaisir pour moi et je vous dis à très bientôt. Running out of time.